Alors, à ce stade du cours, normalement, vous pouvez écrire le premier principe, calculer les travaux des forces de pression dans les situations qui vont nous intéresser, déterminer les transferts thermiques dans les situations qui vont nous intéresser. Donc, les situations qui vont nous intéresser, ça va être un gaz que je chauffe, un liquide que je chauffe, etc. Ou les transitions de phase. Et on s'était arrêté aux transitions de phase. Hop. On avait défini la chaleur latente de transition de phase. Et là, on va faire un point un petit peu particulier, on va se poser la question comment est-ce qu'on fait pour caractériser un système thermodynamique quand on est sur un palier de changement d'état, donc par exemple un système liquide-vapeur avec un peu de liquide, un peu de vapeur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait quand on a établi le théorème des moments dans le chapitre 20. Donc, je vous rappelle le théorème des moments, on prend le volume d'une phase liquide, d'une phase vapeur, on coupe en deux, et puis on écrit les volumes massiques, etc. On fait un petit travail là-dessus. Et bien on va faire pareil. Donc c'est ce qui est proposé ici. Donc le système de départ, on va le dessiner. Alors ça peut être ce que vous voulez comme phase, mais vous pouvez le représenter comme ça. Pourquoi écrit par un truc? Hop, voilà. Une phase 1 de masse M1. Ça c'est la masse. Et une phase 2 de masse M2. Exemple. On va prendre un exemple liquide-vapeur. Donc je dessine un diagramme de Clapeyron rapidement. Tac. Tac, tac, tac. Par exemple, vous êtes ici sur un diagramme de Clapeyron. D'accord? Donc ça, c'est l'état du système. Alors, une certaine pression, un certain volume et une certaine composition. La composition, on la caractérisait par les titres massiques. Donc X1, qui était la masse de la phase 1 sur la masse totale. Et pareil pour X2. Le théorème des moments qu'on avait établi nous permettait, si je connais ce point-là et ce point-là, qui s'appelait A et B, et ici le point M, de déterminer le titre X, ici X liquide ou X vapeur en fonction de AM et MB. Donc par exemple là vous aviez X vapeur qui valait AM sur MB. Ça c'est juste un rappel. AM sur AB, pardon. Comment on avait fait pour établir ce théorème? On était parti du fait que le volume du système, je peux le découper en deux parties. Et là on va faire pareil pour l'enthalpie. Donc en fait, vous avez parfaitement le droit de le faire pour n'importe quelle fonction d'état extensive. Alors attention, le volume c'est pas une fonction d'état extensive, le volume c'est additif, c'est un petit détail. L'enthalpie, l'énergie interne, sont des fonctions d'état extensives. Donc j'ai tout à fait le droit, si je veux caractériser l'enthalpie totale de mon système, donc mon système c'est 1 plus 2, c'est tout ça, de dire l'enthalpie totale c'est l'enthalpie de ça plus l'enthalpie de ça. C'est ce qu'on a fait quand on a fait l'exercice de calorimétrie mercredi et qu'on avait découpé le calorimètre plus l'eau qu'on rajoutait plus le solide, etc. On découpait le système en parties et on écrivait l'extensivité de l'enthalpie. Donc c'est ce que je fais ici. Ensuite, chaque enthalpie de chaque phase, je vais l'écrire en fonction de son enthalpie massique, petit h, ici et ici. Et ensuite, si je divise tout ça par la masse totale, j'obtiens H sur la masse totale égale le membre de droite sur la masse totale. Donc ça va faire X de la phase 1 fois petit h1 plus X de la phase 2 fois petit h2. Ça, c'est un petit h. Je réécris ça en fonction de... Là, par exemple, je l'ai fait en fonction de x1. Donc j'ai dit que x2, c'était un moins x1. Et j'obtiens cette relation-là. Cette relation-là, si vous isolez x1, vous obtenez l'analogue de la relation AM sur AB qu'on avait vu pour les liquides. Alors, on va se servir de ça dans le chapitre... pas le chapitre d'après, mais le chapitre d'encore après. Parce qu'en fait, l'enthalpie, ça va être caractéristique de tout un tas de transformation de système dans les machines thermiques. Donc, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous pouvez caractériser l'enthalpie massique à partir de l'enthalpie de chaque phase. Alors après, on peut aussi le réécrire
en fonction de l'enthalpie de changement d'état, par exemple. Donc pour ça, on repart de la définition de l'enthalpie de changement d'état, qui est définie ici. Et là, par exemple, j'ai isolé H2 et je l'ai remplacé par l'enthalpie de changement d'état plus H1, ça me donne cette expression-là. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ça va me servir quand je vais faire cette transformation-là. Donc par exemple, hop, mettons qu'au départ, j'ai par exemple de la glace à 0 degré. Donc c'est de la glace à 0 degré. Donc c'est solide. J'apporte, je fais un chauffage de ce truc-là. Donc j'apporte une certaine quantité de chaleur, ça fait fondre la glace, mais à la fin il me reste quand même de la glace. Donc là j'ai encore du solide, je vais même le faire bien, on va mettre le liquide en dessous, et là j'ai du liquide. Donc j'ai fait une transition de phase partielle. Comment je peux caractériser cette transition de phase? Je peux la caractériser par delta H total égale ce que j'ai apporté comme chaleur. Et le delta H total, je peux le caractériser en disant, sur cette transition de phase, ce qui est important, c'est que cette masse de solide qui va se retrouver liquide, c'est une transition de phase partielle. Donc si ça, je l'appelle petit ml, c'est la masse qui va devenir liquide, delta H total égale QP. Alors, grand Q pour transfert thermique, P parce que c'est à pression constante. Ok? Donc du coup, là en pointillé, j'ai dessiné la masse de glace qui va passer sous forme liquide. Donc si je veux caractériser ce delta H total, là, je vais dire, la transformation qui se produit effectivement, c'est cette masse ml qui passe sous forme liquide. Donc je vais dire que delta H total, c'est ml fois la chaleur latente de fusion. Et ml, c'est quoi? C'est XL fois M total, fois L de fusion. Ça, c'est une transition partielle. Donc il n'y a pas toute la masse qui est passée sous forme liquide. Et donc c'est des situations qu'on va rencontrer quand vous faites un changement d'état qui est incomplet. Vous partez d'un état liquide et vous arrivez par exemple à un équilibre liquide-vapeur. Voilà, ça c'était le dernier petit point de cours sur lequel je voulais revenir, j'avais pas eu le temps de le finir mercredi. Et donc avec ça, on est armé pour faire tous les problèmes du premier principe, avec la fonction U, avec la fonction H. Il nous reste à voir en thermo deux petits détails. Un premier détail, c'est le deuxième principe, et puis un deuxième détail, c'est ce qui se passe quand il y a des écoulements. Mais là, on a quasiment fini de faire le dur. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques exos du TD. Alors, pas tous. Donc je vous avais mis sur le Classroom une possibilité de déposer les exercices 2, 4 et 6. Et donc là, on va présenter les exercices 1, 3 et 5. Donc je vous présente les exercices 1, 3, 5. Je vous montre un petit peu les petites subtilités qu'il y a dedans. Si vous arrivez bien à faire l'exercice 1, vous arriverez sans problème à faire l'exercice 2. L'exercice 3, il vous servira à faire l'exercice 6, et l'exercice 5, il est un peu à part. Alors, on commence par le premier, c'est un exercice relativement simple. Donc, le but de cet exercice, c'est juste de poser des transformations. D'accord? Donc, je vous montre la méthode générale qui permet de bien se lancer dans un exercice comme ça. Bah, c'est toujours pareil, hein, on est en physique, on lit l'énoncé, on fait un dessin. Donc, le dessin en thermo, c'est caractériser la transformation. Donc ça peut être ce que j'ai fait à l'instant tout à l'heure, ça peut être un petit schéma comme ça, état initial, état final, ou ça peut être un petit schéma comme celui-là. Ça peut être représenter la transformation sur un diagramme. Donc c'est ce qu'on va, on va faire ça là, même si c'est pas demandé. Donc l'exercice, si on lit, on vous explique qu'on fait un certain nombre de transformations d'un gaz parfait sur un cycle, représenté en coordonnées de Clapeyron, par un rectangle ABCDA. Première chose que vous devez faire avant même de commencer la question 1, c'est de voir si vous arrivez à représenter ça. D'accord? Donc, première étape, à dessiner. Ça, c'est la première indication que je voulais vous fournir avant que vous vous lanciez.
Alors, si on lit le déroulé de l'exercice, calculer les températures, puis calculer les quantités de chaleur, puis calculer les différences d'énergie interne, etc. Ça suggère qu'ici, l'outil que vous allez utiliser, ça va être l'équation d'état. D'accord ? Si on vous demande de calculer les quantités de chaleur, ici, le seul outil que vous avez pour calculer des quantités de chaleur, ça va être le premier principe. Et pareil pour le travail, là pour le coup, calculer le travail, vous allez devoir le faire explicitement. D'accord ? Donc ça, c'est à part. Vous allez le calculer d'un autre côté. Calculer la différence d'énergie interne. Bah là, l'outil que vous devez utiliser pour calculer une différence d'énergie interne, c'est votre boîte à outils, donc c'est votre formulaire. Hop. Et calculer la chaleur reçue au cours de la transformation BC, là c'est pareil, c'est un premier principe. Ok ? Dans ma boîte à outils, j'ai besoin de quoi comme info ? J'ai besoin de ça. Donc je vois que c'est un gaz parfait. Donc ça c'est facile. Je note dans un coin l'équation d'état. Et l'autre info que j'ai, c'est celle-là. Ah non, c'était un truc là. Hop. C'est monoatomique. Donc monoatomique, il faut que vous fassiez le lien avec soit la capacité thermique à volume constant, soit la capacité thermique à pression constante, soit le coefficient de Laplace. Vous choisissez. Si vous en connaissez un, vous connaîtrez les deux autres. Alors des fois on va vous imposer CV, des fois on va vous imposer CP, là on n'impose rien, donc c'est vous qui choisissez. Ok ? Ça c'est pour le premier exercice, pour la mise en place du premier exercice. Deuxième exercice, je passe, parce que je voudrais que vous le cherchiez tout seul. Troisième exercice. Alors troisième exercice, c'est un exercice un petit peu différent. Le but c'est de faire un bilan thermique. Donc c'est d'obtenir une information sur un paramètre qu'on n'a pas vu beaucoup dans le cours, qui est ce paramètre-là, qui est le temps. Si vous avez remarqué, quand on écrit le premier principe, il n'y a jamais le temps qui apparaît. Et pourtant, là, on va vous demander d'établir une équation différentielle d'évolution de température. Alors, comment ça marche ? Donc, même problématique, vous lisez l'énoncé, vous essayez de faire un dessin. Donc, on lit l'énoncé. Un bâtiment de capacité thermique C égale une grande valeur. Alors, vous voyez, on ne précise pas pression à volume constant, déjà. Et chauffé par un chauffage central de puissance 210 watts constante, de puissance, ça c'est important, la température extérieure est égale à T0, donc ça c'est la température extérieure, c'est pas la température intérieure. On suppose que le transfert thermique perdu par le bâtiment de température T de T s'écrit et on vous donne la loi du transfert thermique, qui est une loi de type loi de Newton. D'accord ? Donc ça faisait partie des exemples que j'ai mis dans le poly, que vous n'aviez pas à connaître par cœur, mais je vous le donne. À l'instant T égale 0, le chauffage est mis en marche, la température du bâtiment étant égale à la température extérieure, et on vous dit ça, en faisant un bilan thermique sur un intervalle de temps dt, établir l'équation différentielle vérifiée par T de T. Alors, faire un bilan thermique, c'est une autre façon de dire écrivez le premier principe. Mais on va écrire le premier principe de façon différentielle entre l'instant t et l'instant t plus dt. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut supposer que la transformation elle est suffisamment lente pour que je puisse avoir une succession d'états d'équilibre thermodynamique à chaque instant. L'instant t, l'instant d'après. Et vous caractérisez la transformation. Donc ça va être à vous de trouver quelle est la transformation. Vous écrivez le premier principe en faisant super attention aux signes. Sachant que le premier principe, votre système, ça va être ça. Ça va être le bâtiment. La question à poser, c'est qu'est-ce qu'il reçoit ? Donc faites attention aussi. Indication, l'équation différentielle que vous devez obtenir ici, c'est pas une équation nouvelle, on les a déjà résolues. La question 2, c'est juste résoudre partiellement l'équation. Et puis réfléchir un petit peu à ce qui se passe. La question clé de l'exercice 3, c'est la question 1.
Ça, c'est l'exercice 3. L'exercice 4, je passe parce qu'il est à rédiger. Et le 5. Donc le 5. Alors pareil, on lit et puis on regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? On vous dit, on analyse une adiabatique lente. D'accord? Donc il faut traduire. Alors adiabatique, ok. Lente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est mécaniquement réversible. Quand dans un énoncé on vous dit que c'est une transformation qui est lente, vous pouvez supposer que c'est mécaniquement réversible. D'une certaine quantité de matière, ok, d'un gaz parfait. Tac. On vous donne sa capacité molaire isochore, 5,5 de R. Donc 5,5 de R, ça veut dire que c'est un gaz parfait diatomique. Faisant passer de V0 à 2V0, la température évolue de T0 à T1. Alors là, on vous demande de montrer ici que TV puissance gamma-1 se conserve le long de la transformation et d'en déterminer la température T1. Alors c'est une question qui est un petit peu technique. Pour faire cette question-là, il faut écrire le premier principe. Alors, attends, je vais mettre un... Je vais partager mon truc de dessin. C'est où le dessin? Je sais pas ce que j'en ai fait de mon dessin. Ah mais je l'ai pas ouvert. Attendez, j'ouvre mon logiciel de dessin. Hop. Tac, et on recommence, pardon. Donc je fais le petit schéma qui caractérise l'état initial, l'état final. L'état initial, c'est volume V0, température T0. Et l'état final, on vous dit on passe à 2V0. Donc là je fais un volume un peu plus grand. Température T1 que je ne connais pas. Et là, la seule information que vous avez, c'est adiabatique lente. Donc pour cet exercice-là, pour montrer que la quantité TV puissance gamma-1 se conserve, il faut isoler un petit morceau de la transformation, ici, avec comme état initial une certaine température T, un certain volume V, et comme état final, une température T plus dt, et un volume V plus dV. Et là, vous allez écrire le premier principe. Donc, il faut écrire le premier principe. Et après, il faut éliminer P. Donc ça, je vais vous laisser trouver tout seul comment vous faites pour éliminer P. Normalement, vous devriez y arriver. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez pouvoir répondre à la première question de l'exercice. Alors après, du coup, je vais remettre le sujet. Hop. Sujet, ici. Tac. Tac. Alors après, du coup, la question 2, c'est la suite de la question 1. Et question 3, on change de transformation. Donc, au lieu de faire une adiabatique, on fait une isotherme. Là, la question, ici, c'est une question beaucoup plus ciblée. Il faut calculer la variation d'énergie interne. Le transfert mécanique W, donc ça, c'est une autre écriture pour dire le travail. Le transfert thermique. Et puis, il faut conclure. Ok? Donc voilà, ça, c'est les 3 exercices que vous allez me préparer. Vu comment je les ai introduits, normalement, je pense que là, d'ici, allez, on va dire un quart d'heure pour chacun. Donc on fait, je vous laisse un quart d'heure pour me faire le 1. Et d'ici un quart d'heure, on le corrige. Alors ça serait peut-être mieux qu'on en fasse en 2 en bloc d'un coup. Allez, on va dire, je vous laisse une demi-heure. Ouais, je vais faire un petit sondage. Je vais vous poser la question. Alors, est-ce que vous préférez chercher les 3 à la suite? Comme ça, tac.
Donc soit je vous laisse du temps pour faire les 3 exercices d'affilée, puis je fais une grosse correction, soit vous en faites un, je le corrige, enfin moi je le corrige, on le corrige, un autre le corrige, ok. Bon, ça a l'air d'être assez majoritaire, exo par exo. Il y en a 9 qui se sont encore réendormis. C'est dommage que je puisse pas savoir qui sont les 9 qui se sont réendormis. Ok, bah 10h29, je vous laisse 10 minutes du coup pour essayer de me faire l'exercice 1. Il est pas très dur, je pense 10 minutes c'est largement bon. Je veux l'exercice 1 avec les applications numériques. D'accord ? Allez, c'est parti.